Reprise du débat, l'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, Madame la Présidente. Donc, quand le ministre de la Justice nous dit qu'il ne gouvernera pas sur la base des plus récentes statistiques, il dit à toute fin pratique qu'il n'utilisera pas les faits ni les preuves pour guider ses décisions. C'est très inquiétant, Madame la Présidente. La gouvernance, sans logique et sans raisonnement, est-ce une tendance que l'on devra subir pendant les 4 prochaines années? Devrions-nous aussi nous attendre à ce que le gouvernement conservateur règle par fiat sans reconnaître que 61 des Canadiens n'ont pas voté pour eux? Pourtant, le lendemain de l'élection du 2 mai, alors que les conservateurs n'ont recueilli que 39 des votes, le premier ministre a admis que le résultat du vote démontrait que les Canadiens veulent que les partis travaillent ensemble. Est-ce une fausse promesse? Je pense que le gouvernement, et plus particulièrement chaque député, payé par les contribuables et qui représente les citoyens de sa circonscription, a le devoir de gouverner de façon raisonnable et réfléchie. Lorsque le gouvernement s'entête à faire passer un projet de loi sans en connaître les coûts réels, tout en sachant que certaines mesures aux coûts faramineux ne s'attaquent pas aux réels problèmes et, pire encore, pourraient très bien en entraîner d'autres, ce n'est pas logique, ni responsable, ni réfléchi. Je dirais même qu'il y a mauvaise foi. Mais, Madame la Présidente, j'ai de la difficulté à croire que tous les députés conservateurs soient d'accord avec le fait que le gouvernement puisse endetter davantage les provinces, sans la moindre preuve que les mesures proposées rendront réellement les rues et les communautés plus sécuritaires. En fait, en ne prenant que 15 minutes pour lire les nouvelles ou les communiqués de presse issus des experts, dont l'Association du barreau canadien, on peut économiser 90 000 par jour en notant rapidement que les peines minimales ne réduisent pas les taux de criminalité et ne fonctionnent donc pas, coûtent une fortune. Dites donc la vérité aux contribuables en dévoilant les coûts et en leur expliquant sur quoi vous fondez vos propositions, notamment au niveau des peines minimales. Demandez-leur directement, préférez-vous qu'on passe une loi au coût inconnu qui risque de menacer la santé et l'éducation, ou bien préféreriez-vous que l'on prenne le temps de s'assurer que votre argent sera investi de façon responsable envers des mesures qui rendront réellement vos rues et vos communautés plus sécuritaires? Je pense que, de toute évidence, ce serait la deuxième question que les gens prendraient. Madame la Présidente, nous sommes tous d'accord, y compris les gens de l'opposition, qu'il faut sévir contre les crimes. Et sans vouloir trop répéter ce que tout le monde a déjà dit précédemment, il y a des mesures que nous sommes prêts à appuyer tout de suite, toutes celles qui sont reliées aux crimes violents et de nature sexuelle contre les enfants. Par contre, le gouvernement semble oublier que 95 des prisonniers seront éventuellement libérés et que le système carcéral est un milieu dangereux où il y a du trafic de drogue, de la violence et qui peut engendrer d'autres formes de crimes. Il est donc possible de taxer davantage le système carcéral en multipliant le nombre de prisonniers sans investir plus sagement dans les mesures préventives qui s'attaquent à la source du problème et cela pourrait donc avoir des effets pervers, même dangereux. Si la raison d'être de ce projet de loi C10 est réellement de rendre les rues et les communautés plus sécuritaires, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'investissement dans les programmes de réhabilitation et de prévention? Je sais que le gouvernement n'aime pas les statistiques, mais 80 des femmes incarcérées y sont pour des crimes reliés à la pauvreté. 39 des crimes reliés à des contraventions non payées. Ces chiffres dévoilés ce matin par le Conseil national du bien-être social soulignent un réel problème. Il note aussi que pour emprisonner une femme qui ne paye pas une contravention de 150 $, ça coûte 1 400 $. Je suis certaine que le ministre des Finances serait heureux d'entendre, gratuitement en plus, que pour chaque dollar que le gouvernement investira dans la prévention et la réhabilitation, il en économisera bien plus en coûts reliés à l'emprisonnement, aux dépendances et aux crimes issus du milieu carcéral lui-même, etc. Donc, les intervenants de première ligne, comme les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue, les psychologues, les psychoéducateurs dans le milieu scolaire, n'attendent que l'occasion de pouvoir s'impliquer davantage sur le terrain pour prévenir le crime en ciblant les groupes à risque, les jeunes en détresse, les individus atteints d'une maladie mentale, ou ceux qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance aux drogues, les gens issus de milieux défavorisés. Donc, leur travail permet d'abord aux potentiels contrevenants d'obtenir de l'aide et d'être référés aux bons services. Toutes les études et les exemples d'ailleurs démontrent que la prévention est plus rentable que l'incarcération et la répression. La prévention évite
d'autre part, que les crimes soient commis tout en contribuant au bien-être de la société canadienne. Donc, moins de crimes, moins de victimes, moins d'emprisonnement. C'est pas plus joli comme portrait social et économique, ça? On dirait qu'on n'est pas tellement sur la même longueur d'onde. Comme députés, nous sommes tous payés pour prendre des décisions difficiles, mais nous sommes surtout payés pour prendre des décisions logiques et effectuer un travail de recherche nécessaire pour s'assurer que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé, mais plutôt utilisé à bon escient. Pourquoi le gouvernement est-il donc si pressé de faire passer un projet de loi où il y a des éléments pour lesquels les exemples d'ailleurs, dans d'autres pays, ont échoué? Avec un gouvernement qui s'inspire si souvent des États-Unis pour développer des nouvelles politiques, pourquoi ne pas se fier justement à un exemple concret qui vient des États-Unis pour constater que les peines minimales ne diminuent pas les crimes reliés au trafic de drogue, coûtent cher et pourraient exacerber un bon nombre de problèmes reliés à la surpopulation des prisons et à des effets de société pervers liés à la répression. La logique me dit que si les conservateurs veulent vraiment augmenter la sécurité du public, et je ne doute pas qu'ils le veulent, comme nous le voulons tous, pourquoi ne pas s'assurer que les mesures proposées s'attaquent réellement à la source des problèmes? Pour ce faire, il faut juste prendre un peu plus de temps pour faire des recherches nécessaires et pour baser nos mesures sur des faits et des exemples concrets qui viennent d'ailleurs, sur un raisonnement responsable. Dans ce climat économique si incertain, ce n'est pas le temps d'être cow-boy et téméraire et de faire passer des lois au coût totalement inconnu, au risque de nuire à la santé économique du pays et des provinces, ainsi qu'à la sécurité publique. Madame la Présidente, le ministre de la Justice, qui dit ne pas se fier aux chiffres et statistiques, évoque souvent le prix payé par les victimes, un prix qui s'élève à 99 milliards de dollars, qui, je l'espère, n'est pas arbitraire, pour justifier le projet de loi et pour contourner nos questions. Mais où sont les preuves que ce coût diminuera à la suite de l'implantation de cette loi? Je pense que les contribuables ont droit à des réponses. Si on montre très clairement de façon objective qu'aux États-Unis, les peines minimales ne réduisent pas le crime relié au trafic de drogue, comment vont-elles diminuer le coût aux victimes? Pourquoi ne pas faire passer les mesures qui font l'unanimité dans la Chambre, poursuivre un débat sain et démocratique sur les mesures contentieuses et trouver des solutions justes, intelligentes et efficaces pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes? Et surtout, pourquoi ne pas montrer aux Canadiens que vous êtes prêts à collaborer, les conservateurs, avec les partis d'opposition qui représentent 61 % de la population et à prendre des décisions réfléchies en scindant le projet de loi pour permettre de débattre les lois une à une? Croyez-moi, expertise gratuite offerte, la majorité des Canadiens seront heureux de voir que le gouvernement est prêt à prendre les bonnes décisions et à consulter les experts. Donc, au lieu de proposer hâtivement des lois répressives aux conséquences inconnues au plan social, économique et judiciaire, ce sera de bon augure pour les 4 prochaines années. Enfin, je m'oppose donc à l'adoption de cet amalgame de projets de loi répressifs et non justifiés, inclus dans le projet de loi C-10. J'invite donc aussi les conservateurs à réviser ce projet de loi et à permettre un débat plus sain et plus démocratique à tout le monde. Merci beaucoup. Questions et commentaires. L'honorable député de Vegreville, Wainwright. Yeah. Thank you, Madam Speaker. And I guess, you know, it's important to understand that the member who just spoke is quite new to this place and maybe doesn't know about what's happened with this legislation in the past years, and some parts of it have been debated in this House for many years. In fact, if she, you know, had looked at the record, she would have seen that there are actually 51 days of debate on this legislation in the Canadian Parliament. There were 85 hours of debate and 223 speeches on this legislation already in committee. 58 days in committee, 123 hours of committee, and 295 witnesses. So, you know, I guess maybe the member who just spoke didn't know that. If she had, she wouldn't be complaining that we've grouped this and we're trying to get it through sometime before Christmas. So, you know, you have to look at the background. You have to look at what's happened before in terms of debate. And to ask for unanimous support
The member, if she had been in the House longer, would know getting unanimous support in this place is virtually impossible, rarely happens. When it does, it's on a very narrow issue, simply not realistic. Honorable député de Beauharnois-Salaberry. Évidemment, je suis au courant qu'il y a eu des débats de longue durée sur plusieurs projets de loi qui sont inclus dans ces projets de loi, dans ce projet de loi C10 Omnibus. Sauf que, Monsieur le député d'en face, sauf votre respect, il y a plusieurs dispositions qui ont été rajoutées, surtout concernant les peines minimales, auxquelles nous sommes opposés, étant donné qu'il y a plusieurs études qui démontrent que ces peines minimales ne sont pas efficaces pour la prévention du crime. Et justement, nous sommes pour plus de prévention. On m'a demandé tout à l'heure de proposer des éléments pour améliorer les projets de loi. Et tout ce qu'on a fait depuis plusieurs jours, c'est justement de proposer des mesures préventives, davantage d'aide en prévention pour éviter que des crimes soient commis, pour offrir de l'aide positive et efficace aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, des gens défavorisés, des gens aux prises avec la pauvreté, des gens qui ont des problèmes de chômage, de logement. Donc, tout ça, ce sont des propositions que nous avons apportées. Mais je ne sais pas pourquoi on dirait que à partir de la moitié de la salle, il y a un blocage, les gens n'écoutent pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées et ce n'est pas parce qu'on est nouveau ou jeune qu'on n'est pas au courant. Écoutez, on est ici de bonne foi, on fait des lectures, on essaie de trouver des terrains d'entente, mais si on n'est pas d'accord foncièrement avec les valeurs qui nous sont proposées, bien, évidemment, on va s'opposer et puis on va vous demander à la partie adverse d'effectuer des changements. Questions et commentaires. The honourable member for Etobicoke Lakeshore. Etobicoke North, pardon me. I'd like to thank the honourable member for her speech, and she talked a lot about prevention. I'd like to share with you about some of the beautiful children with whom I've worked. They can be verbally and physically aggressive. They find it difficult to understand what people are saying to them, and they have problems managing their money, and all through no fault of their own. They are victims of fetal alcohol syndrome disorder. And as you know, exposure to too much alcohol can damage a developing baby's brain. The resulting symptoms include learning difficulties, problems processing information, poor judgment, a lack of emotional control. Many of these victims end up in difficulty with the law. I'm wondering what the member thinks Canada should be doing for these children, these adults, and to address FAS in prisons. L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Je remercie d'abord ma collègue du Parti libéral d'avoir posé cette question et qui me rejoint beaucoup parce que j'ai aussi travaillé en milieu scolaire étant anciennement enseignante. Et il y a eu beaucoup d'enfants qui sont heureux de recevoir de l'aide, soit des travailleurs sociaux, soit des psychoéducateurs en milieu scolaire, et qui justement, effectivement, avec cette aide-là, réussissent à finalement, après plusieurs traitements, à gérer leur colère, à exprimer de façon non violente ce qu'ils ressentent, les problèmes qu'ils éprouvent, et donc ils finissent par réussir à s'en sortir de façon plus positive. Resuming debate, the honourable